Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e des prix de la saison pour parler sûrement de la meilleure course de cette saison 2023. Jusqu'à présent, on a tout eu à Zandvoort, 3 heures pleines que l'on va débriefer maintenant. Alors vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, c'est parce que je ne suis qu'à une demi-heure du circuit, car ce week-end j'ai eu la chance d'y être, d'assister à mon 5e Grand Prix de Formule 1. Zandvoort, c'est un lieu vraiment incroyable, un super circuit, j'ai vécu un superbe Grand Prix, malgré la pluie, une nouvelle fois, vous voyez le poncho qui sèche juste derrière moi. C'était génial, je vous prépare un vlog, j'espère mercredi ou jeudi, pour vous montrer tout ça dans les coulisses. Vraiment un régal, je vous montre tout dans le vlog, j'espère bientôt cette semaine, et en tout cas si j'ai pu y aller, c'est grâce à mon partenaire Headout. Vous savez, Headout qui vend des places pour les grands prix de Formule 1, j'ai pu avoir les places grâce à eux, qui m'ont donné, et je me suis régalé, la tribune était vraiment incroyable, on voyait beaucoup de choses, les accès au circuit top, et puis voilà, c'était vraiment un énorme régal. Si vous aussi, vous voulez vos places pour des grands prix de Formule 1, allez sur Headout, c'est moins cher. Vous avez un code de réduction avec LPS moins 30%. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Vous aussi, et Headout, c'est vraiment génial. C'est maintenant 2-3 mois depuis le Grand Prix de Monaco qu'on collabore. Tout se passe très bien. Grâce à eux, 2 abonnés ont gagné un concours sur Insta et vont partir à Monza. Je vous montrerai la semaine prochaine des images de leur expérience sur le circuit. Headout, merci beaucoup pour ce week-end et je vous encourage à y aller si vous avez envie d'assister à un Grand Prix. Je pense que c'est le meilleur endroit. Des places, de la disponibilité, des prix et les meilleures tribunes. Foncez. Allez, on rentre maintenant dans l'analyse de ce Grand Prix qui a vraiment été génial. Peut-être qu'il a manqué de batailles vraiment rapprochées parce qu'à Zandvoort, c'est très dur de se mettre à la hauteur et d'aller doubler, donc on n'a pas eu non plus de combats rapprochés qui marqueront à vie l'histoire de la Formule 1. On a aussi, il faut le dire, pas vraiment eu de lutte pour la victoire, on va y revenir, donc forcément ça manque, mais on a eu plein de rebondissements, plein de choses qui sont passées, qui sont venues à chaque fois remettre du suspense, vraiment très bien. Si on doit noter, là pour le coup, c'est un vrai 4 sur 5 qui, à quelques détails près, aurait pu s'approcher vraiment bien du 5. Selon moi, il y a eu 5 phases, 5 temps dans cette course. La première, c'est le départ et ses 7 premiers tours de folie, parce que le meilleur en Formule 1, on le répète, c'est pas forcément la pluie, c'est les conditions changeantes, quand on passe de sec à pluie ou de pluie à sec. Et c'est exactement ce qu'on a eu au départ, je vous mens pas dans les tribunes. À l'instant où le tour de formation s'élance, des premières gouttes très fines commencent à tomber, les voitures passent devant nous, et à l'instant où Verstappen s'immobilise sur la grille de départ, là, un déluge absolu, c'était vraiment dingue. Il a été évident pour nous dès le 3e virage qu'il fallait passer en pneu pluie. Il pleuvait énormément sur la fin du circuit, et les pilotes, quand ils sont arrivés, vous l'avez vu, sur la ligne droite pour entamer le 2e tour, c'est là vraiment que tout le monde, même à la télé, a compris que c'était le déluge absolu et qu'il fallait changer de pneu. Et là, comme toujours dans ces situations, il y a des gagnants et des perdants, et là, clairement, les gagnants, c'est ceux qui se sont arrêtés direct, à commencer par Sergio Pérez, qui passe, je crois, de 8e à 1er, exceptionnel, la bonne décision, vraiment. Les Alpines aussi, Gasly au 1er tour, Ocon au 2e tour, vous pouvez pas faire un double arrêt, c'était trop dangereux. Bravo, les 2 voitures à la base n'étaient pas dans les points. Après ça, elles l'étaient, Pierre était même dans le top 3, dans le top 5, donc ça franchement bravo, ça a changé toute leur course. On a aussi un Guan Yu Zhou qui s'est retrouvé 2e, incroyable. Il y a aussi eu Magnussen et Tsunoda, bravo, ils ont longtemps trusté le top 10 alors qu'à la base, ils n'y étaient pas prédestinés. Lawson aussi s'arrête dans le 1er tour, mais vu que c'est un double arrêt chez AlphaTauri, ça a pris plus de temps. Et en plus, il a pris une pénalité parce que nécessairement, il a gêné d'autres écuries, donc voilà le pauvre. Et puis on a aussi Leclerc qui s'arrête à la fin du 1er tour, un superbe call de la part du pilote, il a totalement eu raison. Le souci, c'est qu'il n'y avait pas les pneus, et ça franchement c'est pas possible. Alors certes, Leclerc prévient tard, Vasseur a dit qu'il aurait dû prévenir 5 secondes plus tôt, mais pour moi, ce n'est pas une raison suffisante de la part de Ferrari. Premièrement, c'est pas le pilote qui aurait dû avoir l'idée, c'est l'équipe. Regardez Red Bull avec Pérez, ils ont eu l'idée d'appeler Pérez, alors que Leclerc et Pérez étaient l'un derrière l'autre. Donc pas d'excuses à ce niveau-là pour Ferrari. Deuxième raison, il pleut. Donc tu dois être prêt. Je sais pas ce qu'ont fait les mécanos entre le tour de formation et l'arrêt de Leclerc. Tu vois qu'il pleut, tu sors les pneus dans le garage, tu te prépares. Là, ils avaient rien préparé, c'est une folie. Et puis, troisième raison, peu importe, pour moi, Leclerc n'a vraiment pas appelé trop tard. Peut-être que ça joue à 5 secondes, mais franchement, ils avaient le temps de rusher. C'est l'instant le plus important de la course. Ferrari n'a pas d'excuse pour moi là-dessus. Surtout que s'ils avaient arrêté Leclerc comme il faut, il serait sûrement ressorti premier, puisqu'il était devant Pérez. Pérez qui, lui, est ressorti premier. Donc, vraie erreur professionnelle de la part de Ferrari. Voilà, c'est plus possible de voir ce genre de choses. Là, on voit qu'elle est mal préparée à toutes les situations.
Après, il y a ceux qui s'arrêtent au deuxième tour et qui ont réussi à totalement limiter la casse. Ocon, on l'a dit, qui ressort dans le top 10. Max qui s'arrête au deuxième tour, un peu comme à Spa. Quand t'es le leader dans des conditions changeantes, c'est pas toi qui va lancer la traîne et t'arrêter en premier. Faut plutôt que tu suives les autres. Surtout que Verstappen est dans une situation confortable. Donc franchement, il n'y a pas de problème. Il a largement récupéré sa position. D'ailleurs, il a eu un rythme complètement hallucinant sur les pneus intermédiaires. Dépassement très autoritaire, voire trop sur Gasly. Ensuite, il a totalement bouffé Joe et il a repris du temps sur Perez de manière incroyable. 2, 3, 4 secondes au tour, c'était hallucinant. Alonso aussi s'arrête au deuxième tour et ne perd pas grand chose au final. Stratégie conservatrice de la part d'Aston. S'arrêter au premier aurait donné une vraie possibilité d'être en tête au moins pour quelques tours. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave au final. Sainz aussi couvre au deuxième tour et il n'y a pas de problème pour lui. Et après, on a ceux qui n'ont couvert qu'à partir du troisième tour ou qui n'ont pas couvert du tout et là, qui ont vraiment perdu très très gros. À commencer par les deux Mercedes. Hamilton s'arrête au tour 3, Russell au tour 4, ils ont vraiment été ultra lents dans les premiers tours, en véritable perdition, et c'est normal dans ces conditions. Ils ont laissé trop longtemps dehors chez Mercedes, et du coup les deux sont sortis du top 10. C'est dommage, parce qu'on va y venir vu le rythme de la voiture, ils ont laissé échapper à minima un podium je pense. McLaren, c'est pareil, décision de rester dehors sous la pluie. Pas catastrophe, les deux ont dégringolé, Norris s'arrête au tour 3, Piastri ne va pas s'arrêter du tout parce que comme ils l'ont dit, une fois que tu as dépassé le 3, 4e tour, autant ne pas t'arrêter du tout et essayer de ne faire qu'un seul arrêt au lieu de deux. Donc, pourquoi pas, mais voilà, dans tous les cas c'était un mauvais choix, fallait s'arrêter au tour 1, voire au tour 2, au pire couvrir au tour 3, mais ceux qui ont été plus loin ont vraiment été dans la catastrophe. On a aussi Williams dans ce cas-là, puisque et Albon et Sargent ne se sont pas arrêtés du tout sous cette phase de pluie. Et ben voilà, clairement mauvais choix, ils ont perdu du temps. Les deux autres qui ont fait ça, c'est Hülkenberg et Bottas, et on l'a vu, ils ont passé ensuite une course assez loin. En fait, si certaines équipes ont fait ça, c'est parce que l'averse était très courte. Elle n'a duré que 3 tours. C'est vrai qu'à la fin du 2e ou 3e tour, il ne pleuvait déjà plus. Donc l'idée, c'était de se demander s'il était plus rapide de passer les pneus pluie, aller vite sous la pluie, et ensuite reperdre du temps pour remettre les pneus secs, ou alors tenir en pneus secs pour ne pas faire du tout d'arrêt. Et ben au final, il n'y a pas photo, il a trop plu. Valait mieux s'arrêter, perdre du temps 2 fois au stand que de rester en piste. Mais certaines équipes avaient tellement cru en cette possibilité qu'elles ont décidé de ne pas regarder ce qui se passait dehors et de ne pas s'arrêter coûte que coûte. Là pour moi, c'est vraiment la visualisation parfaite qu'en Formule 1, parfois, les ordinateurs, les projections prennent plus d'importance que ce qu'il y a vraiment sur la piste. Franchement, j'étais en bord de piste, donc je peux vous le dire, dès la fin du premier tour, peu importe combien de temps allait durer l'averse, il était évident qu'il serait plus rapide de chausser les pneus pluie à un moment donné. Mais certains n'ont pas voulu le croire, je pense vraiment que sur le pit wall, ils avaient la tête dans le radar et pas les yeux sur la piste qui franchement donnaient l'indication que ça n'allait pas du tout sécher, même s'il s'arrêtait de pleuvoir maintenant. Voilà, là pour le coup une vraie erreur qui a créé des gagnants et des perdants. Ensuite, une rapide phase 2, c'est le moment où ça sèche, où les pilotes qui ont mis des pneus pluie repassent au stand pour mettre des pneus secs et ressortent devant ceux qui ont fait le choix de rester sur les secs depuis le début. C'est le moment où Verstappen du coup s'arrête avant Perez et ressort, pour moi je ne vais même pas en parler, il y a zéro débat du point de vue de l'équipe, c'est la décision la plus safe, la plus logique et la plus juste, donc là franchement il n'y a absolument rien à dire sur ce coup. Et puis voilà, on a un Grand Prix qui se dessine, mais des voitures qui sont très loin les unes des autres, parce que la pluie a créé de grands écarts, certains commencent à dropper un peu, certains à remonter, et puis nouveau rebondissement qui ouvre la phase 3, la safety car causée par le crash de Logan Sargent, qui là a ouvert finalement une nouvelle philosophie, une nouvelle partie de la course. Les écarts sont annulés, on reprend une espèce de course assez normale sur le sec, avec maintenant la stratégie au cœur de la course. Combien d'arrêts, pour quel type de pneus, et en fait c'était assez logique qu'il y avait une faible dégradation hier à Zandvoort, et le plus rapide a été de mettre 2 fois les pneus soft. Voilà. Certains ont tenté des médiums, certains les hard, notamment George Russell, mais au final c'était clairement plus lent. Soft était le plus rapide, clairement je pense. Bon, là voilà, on se dit que le résultat est en train de se dessiner, certains commencent à chuter, les Tsunoda, etc. sortent des points, les Hamilton et Norris y reviennent, Sainz, etc. ça commence à se stabiliser, le résultat final se dessine, et puis on se retourne un peu du côté de la mer, on voit que ça se couvre, et franchement ça s'est senti venir de très loin, le retour de la pluie. Et là, quand ça s'est mis à tomber les amis, c'était la guerre. Heureusement, j'avais gardé mon poncho depuis le départ en me disant si ça revient, je vais être un petit peu dans le caca pour le remettre. Donc je l'ai gardé et quand il s'est mis à pleuvoir, c'était absolument énorme. En un demi-tour, là pareil, c'est devenu la catastrophe. Et là pour le coup, par contre, les ordinateurs ont été très bons parce qu'ils ont bien anticipé la pluie et certains se sont arrêtés dans le début du tour 60, c'est-à-dire juste avant qu'ils se mettent vraiment fortement à pleuvoir. Et là vraiment, ça a été vraiment un coup de génie pour ceux qui ont réussi à faire ça.
Et là ça devient un petit peu la panique, hein. Les pilotes sont vraiment sur un fil. Perez fait même une erreur au premier virage, il a beaucoup de chance de s'en sortir, et on se dit en fait qu'il faut carrément les pneus wet, il pleut beaucoup trop. Sauf qu'on n'a même pas le temps de les mettre, que bah ça y est, drapeau rouge, crash de Guan Yu Zhou qui part tout droit au premier virage et tape vraiment très très fort. Dans le chaos, Perez s'est arrêté, il est finalement 6ème je crois, mais non, on lui redonne sa 3ème place parce qu'en fait on prend l'ordre du classement au moment où le drapeau rouge a été sorti, l'intermédiaire d'avant, donc il retombe 3ème. Mais au final on se rend compte qu'il a touché le mur en rentrant dans les stands et que du coup il n'a pas pu freiner assez avant la ligne, il est en excès de vitesse de 0,8 km/h, du coup bah, il prendra 5 secondes de pénalité et il perdra bien quand même son podium au final. Bref, grosse confusion, mais finalement ces tours de pluie, ça a été quoi, 2-3 tours, ça a été très rapide et très violent. Et après, interruption de la course, et selon moi, elle a duré un petit peu trop longtemps. Du moment que la barrière était réparée au premier virage, on pouvait relancer la course, puisqu'il s'est arrêté de pleuvoir quasiment au même moment que les voitures se sont immobilisées dans la pit lane, ça s'est tout de suite calmé, et ensuite de la mer venait du ciel bleu, donc clairement on pouvait relancer. Peut-être que la FIA a attendu 15-20 minutes de trop, après ils ont été prudents, ça ne me dérange pas, je préfère dans ce sens-là, mais j'avoue que du bord de piste, il y a 15-20 minutes où j'ai un peu flippé en me disant bon bah là on peut clairement relancer, pourquoi ils le font pas, est-ce qu'ils vont pas nous faire une spa? J'avais un peu peur, finalement la bonne décision, tant mieux. Et donc, 5ème phase de la course, le restart en intermédiaire obligatoirement. Clairement pour moi, bonne décision, ça s'est vu tout de suite. 2 tours derrière la safety car, pas mal pour enlever déjà un peu d'eau et que les pilotes se remettent en condition, plutôt bien. On a espéré entre guillemets que Alonso vienne chasser Verstappen, finalement il n'a pas pu le faire même s'il est resté assez proche. Très bonne course de Fernando, on va y revenir. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? La pénalité de Perez appliquée qui donne le podium à Pierre Gasly. Perso des tribunes, j'avais pas l'info que Perez avait une pénalité, donc j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup Gasly est passé 3ème, mais c'était assez génial. Et puis surtout ce qui s'est passé, c'est Hamilton qui a réussi à doubler Norris je crois, pour montrer vraiment que la Mercedes était très forte hier soir. Et voilà, une course qu'on ne peut pas lire seulement sous l'aspect du classement à l'arrivée, parce qu'il s'est passé plein de choses, ça s'est construit en 5 phases. En tout cas pour Verstappen, c'est le 3 sur 3 à domicile, 3 Grands Prix de Zandvoort, 3 victoires, 9ème victoire consécutive, record de Vettel égalé. Voilà, il n'y a plus rien à dire et je trouve vraiment qu'il a fait un week-end encore une fois choquant. À chaque fois qu'il a un tour à faire sur les pneus pour montrer qu'il est le plus fort, il le claque le temps. Voilà, en Q3, même tout au long du week-end, et la course absolument géniale. Même quand on lui met une safety car, un drapeau rouge, une relance de la pluie, il ne faiblit pas. Oui, il a la meilleure voiture, mais on voit que son coéquipier avec cette même voiture ne fait pas pareil. Verstappen est une classe au-dessus des autres, clairement, et ça se mesure. L'impression de facilité est déconcertante, et il a ravi de joie les fans néerlandais qui sont vraiment tous comme un seul homme derrière lui, que ce soit voilà, les gens, les sponsors, tout le monde, on sent vraiment une vraie unité des Pays-Bas derrière Verstappen, et c'est ça aussi qui lui donne les conditions pour gagner. Je me suis fait la réflexion tout au long du week-end que nous en France, on n'a plus un sponsor qui veut mettre de l'argent dans les pilotes, on n'a plus rien. Donc voilà, forcément, on ne peut pas faire ce que Verstappen fait en Formule 1. Pour Perez, ça a été un petit peu plus difficile, on s'attendait pas qu'il soit au niveau de Max, mais quand même prendre 1 seconde 3 d'écart en Q3, c'est quand même un petit peu trop, je pense. Derrière, arrête en premier tour, ressort premier, cool, mais il se fait complètement manger par Max, on l'a dit. Après les deuxièmes, course assez tranquille, jusqu'à ce moment où il s'arrête au stand. Mauvais timing pour lui, pas de chance, mais aussi une erreur, puisque sans cette erreur, il garde quand même le podium. Tout n'est pas de sa faute dans le fait d'hier de ne pas réussir à être juste derrière Max, mais la qualif est trop mauvaise et il y a cette erreur dans les stands qui, mine de rien, lui coûte la boîte. Donc ouais, Checo, encore une fois, on peut pas totalement lui jeter la pierre, mais on peut pas totalement dire qu'il a fait du bon boulot non plus ce week-end. En revanche, on peut totalement le dire de Fernando Alonso qui retrouve le podium la première fois depuis le Canada, signe que le package d'amélioration apporté par Aston a semblé vraiment bien fonctionner. On a revu cette voiture verte, deuxième force du plateau. À voir hier, je pense que la Mercedes, si elle avait pu rester devant, aurait sûrement été au moins au niveau de l'Aston, voire devant. Mais en tout cas, Aston était clairement là, Fernando parfait. Il n'y a eu que l'arrêt qui a été raté à un moment donné, mais finalement sans conséquence, il a repris sa place. L'Aston était vraiment très très bonne hier, et le week-end de Fernando est une masterclass, que ce soit le samedi ou le dimanche. Parfait, ça contraste avec notamment Lance Stroll qui a été anonyme lui du début à la fin. Alors il n'est pas aidé par le fait qu'il s'arrête seulement au 4ème tour, voilà, mais il y a la safety car, et il y a un arrêt au 60e tour lors de la deuxième pluie directe. Ça devrait l'aider à remonter. Au final, il est 11ème, samedi comme dimanche d'ailleurs. Pour moi, c'est clairement pas assez, ça reste une énorme claque. Pas prendre 2 points quand ton coéquipier est 2ème, c'est un mauvais week-end, très mauvais week-end pour Lance. Certes, il revenait peut-être d'une maladie, mais franchement, c'est pas normal, c'est pas assez.
Et donc dans tout ça, celui qui accompagne Max et Fernando sur le podium, bien c'est Pierre Gasly, absolument incroyable. Et c'est un week-end ascenseur émotionnel pour Alpine qui a été vraiment très mauvaise le samedi, une grosse désillusion, pas de voiture en Q3. On sent vraiment que sur un tour, cette voiture, elle a de gros problèmes. En vrai, samedi soir, c'est presque la crise chez Alpine, on est quasiment à se dire qu'il faut jeter cette saison à la poubelle, que rien ne va. Et puis dimanche à l'arrivée, il y a un podium et 16 points, qui est une très bonne opération. Tout ça grâce à la bonne décision sous la pluie au départ. Arrêt de Gasly direct, arrêt d'Esteban direct après au deuxième tour, ça a tout changé. Gasly était installé dans le top 3, il a mené une très bonne course derrière, notamment en résistant à pas mal de monde et en s'accrochant au rythme de Fernando Alonso. Franchement, visuellement, ça se voyait sur la piste. Gasly fait une course, franchement, quasiment dans le même rythme que Fernando, et ça vient montrer quelque chose qu'on avait déjà vu finalement, que le dimanche, en rythme de course, l'Alpine, elle arrive à être dans les bottes des presque meilleurs hors Red Bull, dans les bottes de Ferrari, dans les bottes d'Aston Martin, de Mercedes. Hier, l'Alpine était presque du même niveau que l'Aston, et largement meilleur que la Ferrari par exemple. Et c'est vraiment mérité pour Pierre qui fait un excellent week-end et une top saison. Samedi qualifié devant Ocon et je pense que sa 12e place était pas loin du potentiel maximal de l'Alpine. Et le dimanche, absolument génial, absolument parfait, avec notamment un déplacement sur Carlos Sainz pour rattraper sa bévue de l'excès de vitesse. La cerise sur le gâteau, c'est le podium avec l'excès de vitesse à son tour de Pérez. Quoique quand même, Pierre a réussi à rester à moins de 5 secondes de Checo à la relance sous la pluie à la fin. Donc franchement bravo, mérité, bravo. Et ça fait un petit peu chaud au cœur pour Alpine qui a bien besoin de ça. Concernant Esteban, ce week-end le problème c'est la qualif, puisqu'il sort en Q1, ça le place loin. Arrêt du coup pas au premier mais au deuxième tour, puisqu'il est la deuxième des Alpines en piste. Et du coup, au lieu d'être dans le top 5, eh bien, il ressort aux portes du top 10. Et ensuite, il s'est maintenu là toute la course, passant les Tsunoda, les Magnussen, les Guan Yu Zhou, mais se faisant passer par les Hamilton, les Piastri, les Norris. Donc il finit avec le dernier point. C'est déjà ça. Il aurait signé, je pense, pour ça samedi soir. Mais l'un dans l'autre, ça reste un week-end dommage pour Esteban, car la qualif, il en manquait un petit peu. Et ça le place mal pour le dimanche. Donc voilà, au sortir de ça, comment analyser Alpine? On a envie de leur mettre un gros tir le samedi et de les féliciter le dimanche. C'est un mix entre les deux, faut se rappeler aussi que sans ces conditions très particulières, il n'y aurait pas eu un tel résultat hier. Bravo d'avoir maximisé, d'avoir fait les bons choix, mais le vrai niveau pur de l'Alpine, il n'était pas sur le podium hier quand même, je pense. Ça restait quand même plutôt pas mal, on l'a dit, je pense qu'ils étaient dans le mix. Peut-être hier la 5e force du plateau, c'est déjà ça. Maintenant, ce qu'il faut chez Alpine, c'est gommer un peu ses soucis en qualif. Sur un tour, la voiture, c'est un vrai veau. Et puis, réussir à mieux exécuter aussi souvent le dimanche, avoir plus de régularité. Concrètement, c'est pas encore moi au classement, on le verra tout à l'heure. Alpine a encore un cours à jouer. C'est ça qui est aussi frustrant avec cette équipe. Vous avez dit frustrant? Eh bien partons chez Mercedes qui nécessairement sera très déçu hier puisque concrètement avec Russell passant P3 et vu le rythme de la voiture qui selon moi était sûrement le deuxième meilleur qu'Aston, eh bien je pense qu'il y avait largement un podium à la clé et que si la course était restée clean et qu'ils avaient fait les bons choix, peut-être même que les deux voitures auraient pu être sur la boîte. Ouais, hier finalement leur rythme de course était exceptionnel, seul Aston pouvait vraiment rivaliser, McLaren a été moins bonne, Alpine était un petit peu en dessous je pense, Ferrari j'en parle même pas, donc ouais c'est pas mal, mais il n'y a que 8 points à l'arrivée, la faute à ce choix cataclysmique d'avoir suivi les radars et non pas suivi la vérité au début de la course sous la pluie. Ensuite il y a aussi eu l'erreur de mettre Russell sur les pneus hard, ça n'a pas du tout marché, c'était un mauvais choix. Heureusement pour eux, il y a eu un drapeau rouge qui a tout annulé. Bref, une succession de mauvais choix qui ne permet pas de sublimer le bon travail des pilotes. Hamilton, mauvaise qualif parce que notamment il a été gêné en Q2 donc il ne passe pas, voilà, mais il est un petit ton en dessous aussi le samedi. Par contre, dimanche exceptionnel, grosse remontée, gros rythme, les dépassements. S'il avait eu en plus une meilleure vitesse de pointe, clairement il finissait plus haut, voire presque sur le podium, donc ça franchement bravo. Et Russell aussi, il avait fait une magnifique qualif. Juste, dimanche, rien n'a été pour lui. L'équipe l'arrête au 4e tour, l'équipe lui met les pneus hard. Il y a ce racing incident avec Norris qui lui fait tomber dernier en plus. Voilà. George n'a pas fait une mauvaise course, puisqu'en termes de rythme, il était très bon. Mais voilà, il y a 3 ingrédients qui l'ont totalement détruit et dont il n'est pas forcément ultra responsable. Très dommage, il n'y a que 8 points à l'arrivée, mais finalement il reste 2e. Ce qui me frustre surtout, c'est que je pense qu'ils ont raté une opportunité d'avoir à minima un podium, voire 2. Dommage, vraiment dommage. Ceux qui seront déçus, et ils ont raison de l'être aussi, c'est McLaren, puisqu'ils partaient 2e avec Norris, et finalement ils ne finissent que 7 et 9, je crois. Très déçus, là aussi, c'est à cause de la décision dans les premiers tours. Perez s'arrête, on comprend que c'est le bon choix. Direct derrière, Verstappen et Alonso courent.
mais Norris qui est 3ème ne couvre pas, et ça c'était pour moi une grande erreur qui a totalement détruit sa course de là. Là aussi où je suis déçu pour McLaren, c'est que finalement le rythme n'était pas si ouf que ça, on l'a vu, ils sont remontés, mais sans non plus nous faire une énorme impression, et ils se sont même fait doubler par la Mercedes d'Hamilton qui allait plus vite qu'eux. Donc au final, ouais, c'est un dimanche vraiment pas bon, à la fois sur la stratégie d'exécution, mais aussi finalement sur le rythme. Ça vient mal conclure un week-end où pourtant ils ont semblé en capacité de faire quelque chose de vraiment très grand. Et côté pilote, pour moi Norris fait vraiment un top week-end, la qualif elle est géniale, et la course, elle est très bonne aussi, mais en s'arrêtant forcément au 3ème tour, il part de très loin. Piastri lui a un poil en retrait de Norris, mais c'est normal, ça reste son leader et lui ne reste qu'un rookie. Donc voilà, mais faut aussi dire qu'il n'a pas pit du tout pendant la pluie du départ, ça l'a forcément mis sur un mauvais wagon. Et pour finir le clan des perdants, eh bien on a Ferrari où là c'est presque la honte. Déjà dès vendredi, rien n'allait, la voiture n'était nulle part, des soucis dans les virages notamment 1, 9, 10 où le comportement est n'importe quoi, ils ont beau tout changer, rien ne va mieux. La qualif, bon il y en a un qui est dans le mur. Au départ Leclerc se rattrape en faisant le bon choix, il aurait pu ressortir en tête, bravo à lui, c'était parfait, voilà il n'y a pas les pneus, on l'a dit, on en a déjà parlé. Mais pour moi, le plus gênant hier chez Ferrari, c'est presque pas ça, c'est le rythme de la voiture. Alors, faut pas prendre en compte le rythme de Leclerc qui a vraiment été lent, c'était incroyable à voir, mais c'est parce qu'il avait des dégâts suite à son contact avec Lando Norris, je crois, ou en tout cas une des deux McLaren. Donc forcément, ça a ruiné encore plus sa course. Mais il faut regarder du côté de Carlos Sainz qui lui avait une voiture normale. Eh bien, la Ferrari normale hier était largement plus lente que l'Aston, du coup que la Mercedes et sûrement que la McLaren, mais aussi plus lente que la Alpine, puisqu'elle s'est faite doubler par l'Alpine alors qu'elle a une meilleure vitesse de pointe et que niveau rythme, Pierre bouffait Carlos. Voilà, ça pour moi c'est le plus gênant hier chez Ferrari. Cette voiture est bourrée de défauts conceptuels. Je pense vraiment qu'on arrive à un moment donné où il faut se poser la question clairement chez Ferrari d'un changement de concept pour revenir à quelque chose de plus classique. J'ai le sentiment que chaque course de plus faite avec cette voiture-là est une course en moins pour tenter de rattraper les autres. Parce que franchement, même en optimisant ce qu'ils ont entre les mains, ils n'iront pas bien haut. Et ils n'arrivent pas à optimiser. Donc il y a un truc à faire chez Ferrari, la voiture est garée complet, c'est vraiment ridicule. Heureusement pour eux, Carlos Sainz a fait un week-end ultra solide. Je pense que à la fois dans la qualif et dans la course, il a pris le meilleur résultat qui était disponible pour lui. Donc franchement, grand bravo, impossible de lui en demander mieux. Propre, pas une erreur, les meilleurs résultats possibles. Top, bravo Carlos, heureusement qu'il était là ce week-end. Leclerc, lui, probablement son pire week-end de la saison, en débat avec peut-être Miami, le crash en qualif, voilà, erreur de sa part. Et puis aussi cet incident au départ, où mine de rien, je le mettrais quand même majoritairement responsable, même si c'est pas la faute de l'année. Et du coup, derrière, ça tue sa course et ça explique pourquoi il doit abandonner au final. Donc ouais, complètement oublié ce week-end pour Leclerc, il a été en dessous de tout. Le week-end prochain pour Ferrari, c'est Monza, la course à domicile, ils n'arrivent pas du tout dans les meilleures conditions. Je pense qu'avec l'attente, la pression, la colère des tifosi, il y a tout le cocktail pour qu'il se passe un truc très mauvais pour eux, mais pourtant c'est paradoxal, leur grosse force, et d'ailleurs c'est ce qui permet à Carlos de rester devant Hamilton hier, c'est la vitesse de pointe. Donc le circuit depuis le début de saison où je pense que Ferrari s'en sortira le mieux, c'est Monza, ce qui rajoute un élément qui peut vraiment les faire exploser. Domicile, pression, colère, possibilité de faire quelque chose de bien, on verra, mais je pense que ça va être drôle. Par contre, il y en a qui attendent Monza avec une grande impatience, et ils ont raison vu leur vitesse de pointe démoniaque, c'est Williams. Je pense vraiment qu'ils peuvent réaliser un énorme coup là-bas, et un énorme coup, ils en ont déjà fait un ce week-end. Double passage en Q3, la première fois depuis 2017, et des points à l'arrivée, et encore ça aurait pu être mieux s'ils n'avaient pas fait les mauvais choix sous la pluie au départ. Ni Albon, ni Sargent ne s'arrêtent, du coup Alex revient très loin, et comment il est remonté, c'était assez impressionnant, avec des gros dépassements. Voilà, au final il y a la 7ème place je crois, non 8ème, mais je pense que si la course avait été mieux gérée, c'était 5ème qu'il pouvait finir, devant Sainz. Voilà, quelque part, dommage, mais ça reste de très gros points pour l'écurie, et des points qu'on n'attendait pas, car on pensait que le circuit allait à l'inverse de leur qualité, donc c'est presque finalement du bonus, et avoir réussi à prendre 4 points vis-à-vis de ceux qui sont derrière eux au classement, c'est presque déjà avoir fait un trou qui va durer jusqu'à la fin de la saison. Donc plus qu'à capitaliser sur Monza en prenant là encore des points, et on pourra dire que Williams est 7ème cette saison et aura réalisé de très bonnes choses. J'aime vraiment comment ils travaillent, on sent qu'ils ont trouvé une direction, un moteur, et là ils sont vraiment sur la bonne dynamique, c'est très cool. Le tout guidé par un exceptionnel, encore une fois, Alexander Albon, saison géniale
De sa part, 4ème en qualif, des points à l'arrivée, le leader de cette équipe. Il mérite un meilleur volant entre guillemets, oui c'est vrai, clairement on va le redire. Le seul bémol, c'est le week-end catastrophique de Logan Sargent, crash en qualif, crash en course. Alors pour celui de la course, il y a une histoire de perte de pression hydraulique, etc. Malgré tout, je pense quand même qu'on peut lui attribuer la responsabilité. Et après vous allez me dire, oui mais il est quand même passé en Q3, et là je vais vous répondre ce que j'ai déjà dit dans le pré-prix samedi soir. Ok, mais il prend 1 seconde 3 d'écart je crois en Q1, 1 seconde 7 en Q1, 8 dixièmes en Q2 et il se crache en Q3, donc pour moi c'est pas une bonne qualif, c'en est une mauvaise, c'est juste que la voiture était meilleure que d'habitude. Donc week-end dur pour Logan qui a pris je pense un gros coup sur la tête et attention, son contrat pour l'an prochain n'est pas encore dans la poche, ça peut encore tourner mal pour lui, il va falloir qu'il nous montre en tout cas beaucoup mieux que ça. Allez, quant aux 3 équipes du fond, elles ont une nouvelle fois prouvé qu'elles ne peuvent pas marquer de points, non seulement à la régulière, mais en plus, même quand il y a des événements surnaturels. As, Alfa Romeo, AlphaTauri ne peuvent rien faire. Pourtant, il y a eu des excellents choix, puisqu'on rappelle que Magnussen, Zhou et Tsunoda s'arrêtent dans le premier tour et ressortent très haut, Zhou même sur le podium, mais à l'arrivée, il n'y a rien du tout. Et je vais même aller plus loin concernant As et Alfa Romeo. Hier, ce n'était même pas un aveu de faiblesse, c'était un aveu de nullité. Ces deux équipes-là ne peuvent pas marquer de points. C'est impossible pour elles, elles sont trop mauvaises. Il n'y a qu'à voir la manière dont Magnussen a dégringolé pour comprendre que la As ne sert à rien, elle est inutilisable pour ce qui est de marquer des points. D'ailleurs, si on s'arrête sur Magnussen, pour moi il fait vraiment un mauvais week-end, encore battu en qualif, dans le top 10 à un moment donné, mais uniquement parce que c'est un pari stratégique de la part de As, et tout ça au final pour finir quand même derrière Hülkenberg qui lui ne s'est pas du tout arrêté au début, voilà, parce qu'il a juste moins de rythme que son coéquipier, il fait vraiment une très mauvaise saison, pour moi, le moins bon pilote cette année sur la grille. Même constat de nullité du coup pour Alfa Romeo, un petit peu moins que As, mais quand même, Zhou à un moment donné sur le podium à l'arrivée, il n'y a rien du tout, ils ne peuvent rien faire. Zhou, il a fait une qualif ok devant son coéquipier, un bon début, gagnant de la stratégie, il tient plutôt pas mal, mais il finit par se mettre complètement dans le mur à la fin. Quel dommage, Bottas lui battu en qualif, course anonyme, pas aidé par le fait qu'il ne s'arrête pas, il finit la course tant bien que mal, mais complètement de manière anonyme, alors que c'est ce qu'on attend de lui. Un leader, une petite écurie, un week-end où il y a du chaos, il a gagné 10 courses en Formule 1, il a fait 20 pôles, c'est là normalement qu'il doit sortir du bois et montrer qu'il est venu pour une raison. Encore une fois, j'ai été déçu, même si c'est pas la catastrophe évidemment. Dans ce lot-là, il n'y a que AlphaTauri que je sauverai un petit peu pour moi. A c'est la 10e force, Alpha la 9e, AlphaTauri la 8e. Ils peuvent peut-être espérer accrocher 1 ou 2 points le jour où ça tourne. On l'a vu avec Tsunoda qui lui n'a pas vraiment dégringolé. Le truc c'est qu'ils font un mauvais choix ensuite de ne pas du tout l'arrêter, de le laisser 50 tours sur les pneus soft. Forcément à la fin il dégringole, il peut plus rien faire. Donc évidemment, il n'y a pas de points. Yuki qui a fait, je trouve, un bon week-end. Faut pas aller trop haut, mais c'était un bon week-end. Notamment côté mental, parce qu'on n'arrête pas de lui mettre un coéquipier différent. Et à chaque fois, avec en plus la pression de son contrat pour l'an prochain, il doit prouver qu'il est meilleur, qu'il mérite, etc. Parce que là, franchement, si jamais il se met dans le mur, alors qu'il y a Lawson à côté de lui, franchement, ça tuait presque déjà sa carrière dans l'œuf. Voilà, là de ce côté-là, Yuki, au moins, il assure ça. C'est pas grandiose absolument, mais je l'ai trouvé plutôt bon ce week-end. Et concernant Lawson, vraiment, c'était les pires conditions pour faire sa première course en Formule 1. Franchement, j'ai regardé les temps vis-à-vis de Yuki et c'était plutôt admirable. J'ai beaucoup aimé aussi son comportement dans la bataille avec Leclerc, même si évidemment Leclerc a une voiture endommagée, mais 2 fois, il retarde le freinage juste sous mes yeux, c'était assez osé, il s'est fait plaisir. Franchement, pour un mec qui n'avait fait que quelques tours dans cette voiture, aucun sur le sec, franchement, bravo, c'était un très bon dimanche. Je vais pas le noter parce que c'est trop particulier, mais cool, je suis content, on le reverra au moins à Monza je pense, puisque Ricciardo avec son poignet cassé, je vois pas comment il revient avant minimum 1 mois, donc je pense que c'est pas du tout la dernière course de Liam Lawson. On va voir, c'est un test grandeur nature dans une vraie écurie de Formule 1. Je pense qu'il a marqué plutôt des points positifs, sans non plus éclabousser de son talent de sa classe, mais il était absolument pas prêt, il a fait aucune erreur, il a rejoint la ligne d'arrivée avec des temps plutôt intéressants, cool, je veux voir la suite. Allez, un point rapide sur les classements. Vous voyez qu'Alonso a pris un peu d'air sur Hamilton. Finalement, avec le package Aston Martin, peut-être qu'il pourra sauvegarder sa 3e place au classement. Derrière, Sainz a doublé Leclerc et Russell. Et on a aussi Pierre Gasly qui rentre dans le top 10 puisqu'il a doublé Piastri et Ocon qui sont à égalité. Juste un petit point derrière lui, c'est très serré entre ces 3 pilotes.
Côté constructeur, je ne parle plus de l'avance de Red Bull. Par contre, derrière, sorte de statu quo entre Mercedes, Aston, Ferrari et McLaren, puisqu'ils ont marqué 8, 8, 10 et 19 points. Aston fait une bonne opération et prend un peu d'air, mais voilà, vu qu'ils n'ont qu'un pilote, eh bien, ils n'arrivent pas vraiment à décoller et ça peut leur jouer des tours en fin de saison. Alpine fait une bonne opération, c'est un petit peu mieux niveau comptable, ils reprennent 8 points à McLaren, mais la grosse info, c'est Williams qui a fait un trou de 4 points sur le 8ème, un trou qui, je pense, est quasiment déjà décisif, puisque Haas ne remarquera pas de points cette saison, même dans une course folle, j'ai du mal à voir comment ça peut arriver. Alpha peut en gratter quoi, max 1 ou 2. AlphaTauri, elle, peut, mais seulement des petits, parce qu'il y a trop de monde devant, et son classement est sévère, elle ne mérite pas d'être dernière. Mais voilà, je pense que clairement Williams est en train de faire le push pour choper définitivement cette 7ème place, c'est à confirmer à Monza. Voilà, je vous affiche à présent les notes, je ne les détaille pas puisqu'elles reprennent vraiment tout ce que j'ai dit et j'ai beaucoup parlé, je sais pas combien de temps fait la vidéo mais je pense que c'est très long. En même temps, on avait des choses à dire et vous savez que la promesse du dépris, c'est toujours de revenir sur pilote par pilote, écurie par écurie, donc voilà, on l'a fait une nouvelle fois, les notes des pilotes, les notes des écuries maintenant, les moyennes générales à retrouver dans la description, ainsi que tous les liens vers Head Out et aussi le lien vers l'épisode 7 de Team Zarco que ma collègue Elsa a fait. Je l'embrasse et je vous encourage à aller voir l'épisode. Voilà, on va pouvoir conclure ce dépris. Allez, bon, je vous encourage du coup à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également à la chaîne, à tous mes réseaux, les liens sont dans la description. J'ai même désormais ouvert un compte TikTok et oui, tout arrive. Et puis voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous attends en commentaire pour qu'on discute tous ensemble de cette course. À très vite pour le vlog et direct après, ce sera le Grand Prix d'Italie. On se quitte avec Enzo qui a remarqué que quand je vais à un Grand Prix, il y a plusieurs coïncidences. Déjà, Verstappen gagne, 5 Grands Prix, 5 victoires. Ensuite, il y a un problème pour Leclerc. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un truc qui ne va pas pour Leclerc. Et ensuite, je porte chance aux Français, surtout cette saison. J'ai fait 2 Grands Prix. À chaque fois, il y a eu podium pour Alpine, Ocon à Monaco, Gasly à Zandvoort. Il faudra que je retourne sur un Grand Prix. Si vous voulez, Alpine, invitez-moi. Je vous porte clairement chance. Il faut leur dire. Et à bientôt.